Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau Club Mounegou. On va faire maintenant le flop 10 après le top 10 consacré aux recrues hivernales. Donc c'était il y a 2 semaines avec Rome et Patrice. Et maintenant on va s'occuper des plus mauvais ou des pires joueurs ou des pires investissements, des impacts les plus nuls directs qu'on a vus. Voilà, un petit peu toutes ces critères qu'on va évoquer. Alors Patrice est toujours là. Salut Patrice. Salut Damien. Et Flo qui nous a rejoint également. Salut Flo. Hello. Alors, du coup, voilà, vous avez reconnu le petit visuel comme il y a 15 jours. Petit à petit, on va le remplir. On va évidemment faire ligne par ligne jusqu'à arriver au premier nom. Mais on va quand même un petit peu commencer d'abord par quelques mentions qu'on aurait pu mettre et qu'on ne retrouvera pas finalement dans ce top 10. Patrice, je te laisse commencer. Avec 2 joueurs notamment qui avaient été prêtés lors de la même époque. Ouais, donc prêtés en 2014-2015, donc du coup janvier 2015. 2 très très bons joueurs qui ont beaucoup marqué l'AS Monaco à cette période-là. Il s'agit de Alain Traoré qui nous vient de Lorient, donc un joueur qui joue déjà plus à Lorient, alors qu'on est quand même l'AS Monaco, quand on est non plus quand même une équipe largement dessus. J'avoue, je ne comprends toujours pas pourquoi on est allé chercher ce joueur en prêt cette année-là. De toute façon, il ne jouera quasiment pas 4 bouts de match avec nous, vraiment pas au niveau. Le pire, c'est que je l'ai vu jouer au Parc des Princes, en match de Coupe de France, ça devait être, si j'ai bon souvenir, quoi. Donc vraiment un joueur qui m'a pas marqué, que je trouvais un transfert incompréhensible de la part du club, et du coup son compère Mateusz Carvalho, donc lui c'est un autre domaine, c'est plutôt parce qu'il était vraiment très très mauvais et qui nous a pas laissé une bonne impression, beaucoup plus de temps de jeu pour vraiment nous montrer la palette de ses faux talents. Voilà, donc vraiment 2 joueurs qu'on retiendra pas, qui sont pas au niveau des 10 qu'on va citer, quoi, mais qui sont quand même notables. Ouais. Mateusz Carvalho, c'est vrai qu'à l'époque, on comprenait pas trop pourquoi Jardim, des fois, le faisait jouer, notamment à la place d'un Valère Germain, on s'en rappelle. C'était un peu peut-être la fibre portugaise qui, sans doute, a privilégié. Flo également, je te laisse nous donner quelques mentions. Quelques mentions parmi les 40 autres qu'on va pas mentionner. Mais la première, c'est la patte gauche, la fameuse patte gauche croate. Le boucher Pokrivac. Le copain du boucher, on va dire, parce que notre boucher favori de tous les temps, c'est évidemment Jarko Leko. Et 2 ans plus tard, on a son compère du milieu, Pokrivac, qui arrive en janvier 2008. Et bon, on va un peu les mettre dans un package, les deux, même si l'écho nous aura permis de faire quelques blessés du côté des adversaires. À part ça, on n'en retiendra pas une grande émotion. Et pareil pour Pokrivac, qui met quand même 1 ou 2 beaux buts comme ça de mémoire, mais qui sinon s'éteindra totalement sur le reste des minutes qu'il aura pu jouer avec notre maillot. Et aussi un magnifique tacle au niveau des genoux à Nice. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'était d'où le boucher. Ça passe. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire inspiré finalement peut-être par son compatriote. Ouais. Et mon deuxième, c'est encore plus exotique parce qu'il faut qu'on aille quand même dans le fond du pot qui est bien plein pour aller chercher Cédric Stoll. Alors j'aimerais vraiment que quelqu'un nous mette un commentaire direct si le nom de Cédric Stoll vous évoque quelque chose. Donc ce monsieur Stoll est arrivé de Cannes en 2003, figurez-vous. On avait quand même une équipe qui tenait à peu près la route, un attaquant
de son pédigré, en tout cas c'est ce qui semble être sur les internets, est arrivé donc à l'époque Deschamps, et donc évidemment il jouera jamais. En ayant regardé un peu son CV, donc il fait 2 matchs de Ligue 2 par le passé, et puis il va jouer dans une sombre ligue mineure allemande, où sur 50 et quelques matchs, il va mettre une dizaine de buts. Donc voilà, si vous saviez que ce joueur avait eu les équipements de l'ASM, pouce bleu, commentaire, nommez-vous. Voilà, je ne manquerai pas à vous répondre et vous féliciter. Et ben, quant à moi, je vais démarrer fort avec Elderson Ouva Echegile, qui était arrivé mi-janvier en provenance de Braga. Il était arrivé quand même pour 4,5 millions, ce qui n'était pas rien non plus en 2014. Et puis bah, voilà, pendant 2 ans, il a sévi à Monaco. Il a quand même joué une 50aine de matchs, notamment des matchs de Ligue des Champions, on s'en rappelle. Mais voilà, c'était un joueur sur lequel évidemment on était assez tous catastrophés par son niveau. Voilà, il était absolument dramatique. Et au final, notamment lors de la saison 2015-2016, où il se partage un peu le poste avec Coentrao, on peut dire que on était vraiment très très bien servi à ce moment-là. Voilà, des défenseurs évidemment catastrophiques, qui ne savaient pas défendre, qui ne savaient pas non plus attaquer. Bref, il n'y avait pas grand-chose à sauver. Et j'avais aussi également envie de mentionner Andreas Wolf, parce que il arrive lors du Mercato 2012, on s'en rappelle, avec toute la flopée de joueurs qui arrivent avec Rybolovlev. Et dans le lot, il arrivait comme le joueur un peu le plus expérimenté, celui sur lequel on avait peut-être le plus d'espoir. Il arrivait même d'ailleurs directement comme capitaine en fait. Et lors de ces 6 mois-là, il joue quasiment pas. La saison d'après, il joue à peu près une 20aine de matchs, soit ce qui correspond à la moitié des matchs de l'équipe, alors que d'autres enchaînent beaucoup plus. Et au final, ce type-là, on nous avait vendu ça comme un taulier, comme un capitaine, comme un patron. Et alors peut-être l'était-il dans le vestiaire, mais en tout cas on n'en a jamais rien vu sur le terrain, ou en tout cas pas grand-chose. Donc je crois qu'au niveau des attentes et du résultat final, il y avait de quoi largement être déçu d'Andreas Wolf. Mais voilà, on aurait pu également vous parler de Lukman Aruna, de Manu Dos Santos, de Igor Lolo, voilà, tous ces noms-là, Alex Niarko bien sûr. Pour les plus anciens, donc tous ces noms qui évidemment n'ont pas fait de vieux os et n'ont pas laissé un grand souvenir à l'AS Monaco. On pourrait même éventuellement mettre Frédéric Piquion, voilà. Alors les 6 mois sont bons, le début de saison est bon, mais derrière ça n'a pas suivi, et au final je crois que l'impression globale c'est que Frédéric Piquion n'a pas laissé un très grand souvenir à l'AS Monaco. Pourtant, il a fait un match caritatif en Grèce en tant que dans l'équipe des AS Monaco Legends. Alors, je pense que... voilà, bon, on va rien dire, mais bon, bref. C'est ceux qui voulaient bien prendre l'avion, voilà. Ceux qui avaient des vacances, quoi. C'est ça, on lui a dit hôtel gratuit, cocktail à volonté, il s'est dit j'arrive, allez hop. Bon, allez, on va commencer du coup avec nos premiers entrants du coup au 10e rang. Donc là on a 3 joueurs très différents. Flo, tu as choisi Ignacio Gonzalez, qui doit peut-être pas dire grand chose à grand monde. Voilà, on n'est pas loin du Segristol. J'avoue que sur mes 9 et 10, je vais être dans l'exotisme et un peu le subjectif. Mais je me souviens très bien de l'arrivée de cet Uruguayen qui arrive du Danubio à l'époque, Ricardo. Et je pense que ça doit évoquer à tout le monde la période où on a pris au bas mot une dizaine de milieux offensifs. On entassait les milieux offensifs qui ne faisaient rien chez nous. Et vers la fin de cette période-là, on a réussi à quand même aller chercher quelqu'un qui arrive en prêt du Danubio, donc on va dire avec moindrement de risques comptables, mais disons que c'est
à travers ce nom, je veux plus évoquer en vous cette période merveilleuse où on a entassé tous les milieux offensifs qui voulaient prendre une prime et pas trop jouer sur le terrain de la terre. Voilà. Il a quand même mis un beau but contre Marseille. Marseille, et une jolie passe aussi pour Alonso face à Nice. On avait gagné 2-0. Je crois qu'il avait, au point de corner, il avait fait un petit tour de magie. Donc du coup, moi, j'en ai pas un souvenir, j'en ai pas un grand souvenir, mais de ces deux choses-là, finalement, je me dis que bon, c'est quelqu'un qui a joué que 5 matchs et qu'on n'a jamais vraiment vu. Donc bon, je suis bien d'accord pour lui dire qu'il n'a pas grand-chose à voir. C'est plus, vraiment sur ce nom-là, j'incrimine entre guillemets plus la cellule de recrutement de cet eau-là. Et comme tu l'as dit, il n'a pas pu s'exprimer. Bon, il a fait quand même pas mal de matchs dégueulasses, hein, je m'en souviens. Mais disons que c'était très compliqué d'être milieu offensif à cette époque-là. Et pour moi, c'est presque le dernier un peu de ces Mohicans-là. Entassés les uns sur les autres. On est sur 2008, donc c'était un peu voilà la petite cerise sur ce gâteau, quoi. Patrice, tu as fait le choix d'un joueur plus bienvenu à l'AS Monaco aujourd'hui. Oh, joli. Ouais, bon, c'est la classique, c'est la wildcard. Pour ceux qui connaissent bien Trash Talk, il faut se faire plaisir sur la 10e place. Je vais rejoindre Flo, en fait, pour dire aussi que là aussi, c'est plus les dirigeants que je pique sur ce type de transfert-là. C'est qu'est-ce que vient foutre Georgie Welcome à l'AS Monaco en 2011. On est en janvier 2011, le club va vraiment très très mal. On est en route pour aller en Ligue 2 et on ira. Hein. Tout le monde s'en rappellera bien. Offensivement, on a vraiment du mal. Il n'y a que Park qui tient la baraque. Derrière, il n'y a personne d'autre à part un vieux Roumain qui n'a plus du tout les cannes pour jouer en Ligue 1. On a besoin absolument de 109 sur ce mercato-là et on va en reparler de ce mercato-là parce qu'il y a d'autres joueurs qui signent et qui font rien. Et en attaque, on va chercher un pêcheur du Honduras. Et le mec, on lui donne du temps de jeu. En plus, c'est ça, c'est qu'il va jouer 12 matchs. Bon, il va quand même nous mettre 2 buts, heureusement, quoi, mais il n'a absolument pas le niveau de Ligue 1. De toute façon, il n'a jamais joué en pro quasiment avant. Et il jouera quasiment plus dans un championnat majeur après. Donc, ce mec a joué quand même en Ligue 1, faut savoir, dans sa carrière. C'est vraiment, si ça doit être le chef du village maintenant, je pense, où il est, quoi. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est plutôt le choix des dirigeants que j'incrimine de ne pas être allé chercher vraiment un attaquant d'un autre niveau à ce moment-là où on en avait vraiment besoin que Georgie Le Welcome. pouvait-on vraiment ça... Bah, tu vois, je préfère limite même plus le choix qui a été fait d'aller chercher. C'est qui c'est Fayduno? Non. Oui, c'est ça. Oui, Fayduno qui jouait ouais. à ce moment-là au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis, quoi. Ouais. Moi, il y avait un peu d'expérience en Ligue 1. C'était un choix de le relancer un peu plus logique. Que d'aller chercher Georgie Welcome. Bon, on en reparlera en tout cas de Pascal Fayduno aussi. Quant à moi, j'ai fait le choix de Juan Pablo Pino, voilà, parce que on nous présentait Pino comme un magicien, un phénomène venant de Medellín en Colombie. Donc il arrive en janvier 2007 hein, pour 3 millions d'euros quand même. Donc c'était... Alors, à l'époque, c'était évidemment des sommes qui n'étaient pas... qu'on voyait régulièrement, mais aujourd'hui, un Pino, très clairement, un joueur comme ça, on l'aurait vu à 10-12 millions certainement. Donc, c'est vrai que c'était un joueur dont on pouvait attendre un petit peu quand même, surtout qu'il avait une jolie réputation qui commençait à le précéder. Et on avait le sentiment d'avoir fait un bon coup avec un joueur d'avenir, un joueur de talent, un peu imprévisible, dribbleur. Alors oui, c'était un très bon technicien, mais on a eu un vrai poulet sans tête, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Et on a eu un mec qui tout simplement n'a rien fait chez nous. Hein. Il a joué effectivement un certain nombre de matchs quand même. Il n'a pas disparu, on va dire, du jour au lendemain. Et, il y a quand même 71 matchs avec l'AS Monaco, mais si on regarde le bilan, c'est 7 buts inscrits pour 6 passes décisives, ce qui est quand même très très faible pour un joueur qui jouait ailier attaquant.
Et puis voilà, il y a eu, hormis une bonne petite période de quelques mois où il s'était bien entendu avec Alexandre Licata, qui lui aussi d'un seul coup a commencé à marquer des buts alors que personne ne croyait plus en lui. Mais voilà, hormis ça, sinon c'est un joueur qui, quand il arrive, n'est présent dans l'effectif qu'une fois sur deux. Derrière, l'année d'après, l'hiver suivant, il est prêté à Charleroi. Bref, il n'y a pas grand-chose en fait à retenir de Juan Pablo Pino, si ce n'est que finalement ce type-là était un très bon technicien, en tout cas un très bon dribbleur, funambule, mais ce n'était pas un bon joueur de foot. Voilà. Et j'ai coutume de dire que Gelson Martin, c'est le Juan Pablo Pino du pauvre, ce qui fait qu'il aurait largement pu avoir sa place dans ce flop 10. Bon, fin du débat. Juste, je pense qu'il y a une variable qui est vraiment forte pour Pino et qui va être là pour pas mal. On fait un peu la variable lassitude. Et je crois que la variable lassitude pour Pino, elle est assez forte. C'est-à-dire le mec qui est là, qui reste là, mais qui te sort jamais vraiment rien. Et C'est bon, ça. je crois qu'on en a quelques-uns de ce style-là, quoi. Ouais, et puis surtout, à chaque fois, voilà, c'est vrai que c'est une période où on attendait à chaque fois beaucoup de certains nombres de joueurs et finalement que ça correspond à une période où on était dans le milieu de tableau où il se passait pas grand-chose et donc voilà, on a eu beaucoup de déceptions à ce niveau-là. Les 9e de ce classement. Alors là, on va commencer à parler un petit peu de certains plus récents. Allez, je te laisse commencer, Patrice, sur un joueur qui nous a quittés l'été dernier. Exactement. Du coup, cette 9e place, j'ai hésité beaucoup entre deux joueurs assez identiques. Et chez Gilles et Ballo-Touré, parce que les deux sont le même poste, les deux sont pas bons défenseurs, les deux sont pas bons contre-attaquants non plus. Les deux sont restés quand même assez longtemps à Monaco. Et j'ai plus penché pour parler du coup de Ballo-Touré, tout bonnement parce que sur lui, on a quand même beaucoup plus investi quand même. On a quand même posé 11 millions sur la table pour aller le chercher. Parce que, au moment où on va le chercher, il est plutôt bon à Lille. Les Lillois sont même déçus de le perdre à ce moment-là. Et nous, on est plutôt même content d'aller chercher un jeune joueur. On est encore dans la logique à ce moment-là de chercher des jeunes joueurs à des prix un peu forts pour faire de la plus-value dessus et donc les faire progresser à l'AS Monaco. Et on y croit avec lui. Et on s'avérera qu'il avait déjà atteint son plafond et limite même il avait un peu dépassé, il est redescendu quand il était chez nous. Parce que franchement, c'est vraiment pas bon du tout. Et on va se le trimballer encore pendant 3 saisons, quoi. Et son seul petit point fort, on va dire, c'est d'avoir réussi à le refourguer à un prix plus qu'honnête au Milan derrière cet été. Vraiment le seul avantage qu'on peut le trouver. Donc voilà, c'est plus sur le fait d'avoir fait partie des quelques joueurs qui vont être dans la liste, là où c'est l'investissement qui est pas du tout rentable pour le club. Et un joueur du coup qui a empêché qu'on puisse avoir un vrai joueur à ce poste-là parce qu'il prenait place dans l'effectif malheureusement et il faisait partie de la tripotée là aussi de latéral gauche qu'on a eu à cette période-là, un peu comme les milieux offensifs, tu disais Flo tout à l'heure. Il y a eu une période de latéral gauche aussi, on en avait 7 ou 8 à l'effectif, c'était impressionnant. Flo, tu as fait le choix d'un joueur qui a rejoint l'AS Monaco en Ligue 2, Nasser Barazit. Exactement. Alors, je vais arrêter les choix exotiques après celui-là, hein, mais j'avoue que c'est un type qui arrive donc Barazit ou Barazité, hein, on ne saura jamais comment. Bon, de toute façon, il n'y a que sa mère et sa grand-mère qui le connaissent vraiment, mais il arrive dans ce mercato donc de l'arrivée des Russes, donc en janvier 2012. Ou alors, à part peut-être Wolf, effectivement, comme tu l'as mentionné, à part peut-être Ziolis, qui n'a pas fait énormément de choses chez nous, on a Tsavelas, on a Subhajidzic, on a Coman, on a Kagelmacher, on a Dirard. Donc on a beaucoup de joueurs qui vont, on va dire, vraiment apporter au club et apporter en Ligue 2. Dans toute cette liste, c'est quand même le deuxième le plus cher qui arrive. Il arrive pour 4,5 millions d'euros, ce qui, comme tu l'as dit à l'époque, est quand même une somme, surtout pour un mercato d'hiver. Et c'est un type qu'on nous vend quand même comme le nouveau crack autrichien, donc maroccano-autrichien, dribbleur, technique. Je me souviens de voir des articles assez élogieux. Alors, il était suédois par contre. Ah, il était suédois aussi. Le belgeo-marocain, c'était Dirard, du coup.
il était d'accord. D'accord. Il venait de l'Austria de Vienne, mais il n'était pas autrichien. Il était suédois, Bajrami. Non, Barazité. Ah, Barazit. Ah, putain, oui, non, j'ai confondu avec tu as raison, il n'était pas autrichien, mais il était néerlandais. C'est moi qui me trompe. Néerlandais, oui, tout à fait. Néerlandais. J'ai confondu avec Bajrami, qui était venu aussi en 2012-2013, qui pouvait aussi tout à fait faire partie... Enfin, non, pas dans les flops, parce qu'il arrive en juillet, mais qui n'a pas laissé lui non plus un grand souvenir. C'est ça. Donc en gros, Barazité, ça va être très simple. Hein. Il va faire à peu près, il fait 3 ou 4 bouts de match à son arrivée. En fait, il arrive, il fait 90 minutes assez rapidement contre Bastia et on voit assez rapidement que le type n'a rien dans les jambes. Et donc voilà, à part sur la fin d'année, je crois, où on a quelques blessés, où on est un peu plus en roue libre cette saison-là parce qu'on se sauve de la relégation en Ligue 2, mais on a un peu moins... de choses à faire. Voilà, c'est un type qui va jamais, qu'on va essayer de reprêter à l'Austria de Vienne, qui va repartir et qui va revenir, pardon. Et voilà, une espèce de ce genre de mini crack que je voulais mettre dans une année où on a fait beaucoup de bons coups. Dans une année, on était quand même en Ligue 2, donc n'importe qui aurait dû être moindrement un crack aurait pu briller, mais où ce type-là n'a pas du tout rappelons brillé. Quand même que Lucas Ocampos n'a pas brillé en Ligue 2, hein, loin de là. C'est vrai. Et ça ne l'empêche pas, à ma grande surprise, à mon grand étonnement aussi, de faire finalement une belle carrière aujourd'hui à Séville, chose que je ne m'expliquerai jamais. Mais bon, on en est tous surpris. Voilà. Voilà. Quant à moi, j'ai fait le choix de Guillaume Perdant, alias William Vainqueur. Voilà, hein, il arrive de Antalyaspor, hein, Mercato 2018-2019. Donc voilà, je suis assez, comme disait Boris, il disait, c'est vrai qu'il y a quand même trois mercatos très marquants hein, pour l'AS Monaco. Le premier, c'est forcément celui de la relégation, de l'année de la relégation 2010-2011. Celui du renouveau, on va dire, avec l'ère Rybolovlev 2011-2012, donc l'hiver suivant. Et puis celui où on est passé à deux doigts du cauchemar et du drame en 2018-2019. Donc là, on n'en a pas fini avec celui-ci. Et je commence du coup les hostilités avec William Vainqueur, donc, qui a joué 4 matchs avec l'AS Monaco. Certes, qui était prêté, mais... qui a été non seulement nul et en plus nous a valu une élimination face à Guingamp, certainement en tout cas à cause de lui, parce que ce couillon s'est pris 2 cartons jaunes en l'espace de 2 minutes. Voilà, et du coup, ce match-là, on l'a fini par le perdre en coupe, hein, on s'en rappelle. Donc voilà, on avait tous un peu les boules et je crois que de toute façon, vu ce qui s'est passé pour lui juste derrière, on n'a pas été les seuls, hein, parce que derrière on l'a plus revu, hein, ou alors je crois on l'a pas vu beaucoup. Il a vite disparu des radars. Donc William Vainqueur a une sacrée bonne pioche, hein, on peut le dire. On enchaîne avec les suivants du coup, rang numéro 8. Et je vais continuer, j'en profiter, je continue avec donc un joueur qui est arrivé également à ce moment-là avec William Vainqueur, c'est le Brésilien Naldo. On se souvient de sa célèbre vidéo de présentation où il est sur les falaises qui surplombent le centre d'entraînement de la Turbie, exactement, où on le voit en train d'épier je ne sais quoi avec ses jumelles. Nous, ce qu'on a vu, et on n'avait pas besoin de jumelles pour le voir, c'est que ce mec-là, il avait plus les cannes, il valait plus un clou. Merci Henri, hein. Et puis surtout magie, il a pris 2 cartons rouges coup sur coup, hein, donc là aussi pareil, hein, ça nous a bien plombé aussi à un moment donné dans notre lutte pour le maintien, hein. Et puis on le rappelle qu'il était quand même arrivé de Schalke 06 à l'époque selon certains. 1 million d'euros, bon, mais derrière voilà, on s'est quand même traîné ce boulet encore quelques temps, puisqu'on a mis du temps aussi à s'en débarrasser. Donc Naldo qui ne valait plus grand chose. Voilà. Maintenant écoute, j'ai envie de garder Vieri pour après, donc je vais lancer Flo sur Georges.
Ben écoute, un Brésilien, un autre, et puis comme mentionnait Patrice, dans l'épopée des latérales de gauche qui nous ont bien fait mal au crâne, ce bon vieux Georges donc franchement j'ai du mal aujourd'hui à appréhender le niveau. Bon, il était mauvais, mais à savoir si peut-être quelque part, si on l'avait utilisé différemment, peut-être plus haut, comme maintenant on a l'air de faire, dès qu'un latéral gauche est mauvais, on le fiche ailier gauche. Est-ce que peut-être on aurait pu en tirer moindrement quelque chose? En tout cas, c'est donc effectivement un type où le côté lassitude est assez fort, hein, parce que Georges, il reste quand même chez nous pendant 3 saisons, hein, ou 2 saisons et demie, vraiment. Et bon, voilà, c'est l'éternel essai, l'éternel peut-être, et l'éternel qui n'a jamais rien montré, quoi. Ouais. Patrice, du coup, tu as fait le choix d'une star, hein, de l'époque, hein, quand même, on peut le dire, Viry, qui nous avait rejoint donc en 2006, janvier 2006. Exactement. Peut-être un peu bas pour certains, mais j'assume totalement. On en parlera un peu plus tard, je pense. J'assume totalement parce que finalement c'est un joueur que j'ai bien aimé à l'époque, et j'étais vraiment très très déçu, pas par son arrivée, ni par son rendement, mais par sa blessure contre le PSG, qui m'avait vraiment fait chier. Je pense que pour moi il n'est pas aussi haut que dans d'autres classements. C'est tout simplement parce que j'attendais pas forcément grand chose de lui. Parce qu'on savait déjà qu'il était un peu cramé, qu'il était vraiment sur la fin. Donc je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il renverse notre attaque, que ça allait être un attaquant qui allait être lent, mais qui allait surtout jouer sur ses capacités de buteur et de renarder surface à mettre si tu es au bon endroit pour mettre des buts. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a tout l'à côté de ce qu'on voyait dans les matchs qui fait que le mec avait aucune hygiène de vie, qui s'en foutait complètement de Monaco. Il est venu clairement pour avoir du temps de jeu, se montrer et aller à la Coupe du Monde. C'était son seul objectif. Le club, il s'en foutait complètement. Mais voilà, sur le terrain, mine de rien, ça a marché quand même. Il joue 11 bouts de match. Il va coller 5 buts. 2 en Coupe, certes, mais 3 en Ligue 1 aussi. Donc sur le peu qu'il a joué, moi, il m'a quand même limite même surpris d'arriver à avoir ces buts. Et j'ai intéressé de voir la suite. Bon, malheureusement, il se fait dézinguer, comme à l'époque, souvent, par les joueurs du PSG. On a perdu pas mal de joueurs en face à face contre le PSG dans cette époque-là. Et donc voilà, l'aventure s'arrête là. Donc c'est sûr qu'on parle quand même de Viry, d'un très très grand attaquant. Quand il vient à Monaco, ça fait quand même plaisir d'avoir une star qui arrive. On en attend plus, forcément. Donc c'est pour ça aussi qu'il est dans mon flop 10. Mais voilà, je le vois pas aussi haut que d'autres. Et du coup, tu voyais Naldo, du coup, plus haut. Alors, si tu veux nous en expliquer les raisons. Naldo, du coup, je reviens sur ce que tu as dit, clairement. Je rajoutais le fait que lui, on attendait qu'il apporte vraiment sur notre défense. À ce moment-là, on a vraiment une défense qui est catastrophique, avec Vic et Jamerson qui vont vraiment être vieillissants, et on encaisse énormément de buts. On pense que Naldo, par son expérience, va arriver à peu près à nous sécuriser, à nous apporter un plus, parce que on est en ligne droite pour la Ligue 2 encore une fois, quoi. Et il fait complètement l'inverse. D'une, sur le terrain, il est complètement à la ramasse, très 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 lent, plus que déjà Jamerson et Glick, et pourtant à cette époque-là, c'était pas des rapides. Et en plus, comme tu le dis, il se colle 2 cartons rouges en l'espace de très très peu de temps, quoi. Donc en plus, il nous pénalise sur les matchs, quoi. Au-delà de ne pas apporter sur le terrain, il nous pénalise en plus directement, quoi. Donc, c'est plus ça, moi, que je mets en avant, c'est le fait que le recrutement sur cette demi-saison-là est complètement raté, puisque finalement, il ne nous a servi à rien. Au contraire, il nous a plus s'enfoncer qu'autre chose. Viry, du coup, on en parlait aussi avec Patrice. Flo, tu l'as mis à la 7e place. Ouais, moi, je comprends Patrice parce que en fait, il est en courant alternatif inouï, Viry. C'est-à-dire qu'il fait, il me semble, 2 matchs. J'ai des petits soucis d'internet là, j'arrive pas à revoir lesquels, mais il me semble 2 matchs. Donc comme tu as dit, le match de coupe où il met 2 buts, et il y a un autre match. C'est pas un match de coupe, c'est contre Rennes. Qui met un doublé. Rennes, c'est en Ligue 1. Voilà, il met un doublé, et puis il y a un autre match, je me souviens, il met assez un but rapproché. Contre Nice. Il met un but où il est crois. assez bon, voilà, contre Nice. Mais à côté de ça, il y avait le sentiment que ce mec-là, il s'en foutait royalement. Et puis, on est obligé de le dire un peu parce qu'il arrive en même temps que Di Vaio.
qui quand même a un peu moins de cote, on va dire, comme attaquant italien. Comme tu l'as dit, vieillissant, mais qui a jamais joué sur sa vitesse, qui a jamais joué sur des caractéristiques, disons, qui se dégradent avec l'âge. Donc on pouvait attendre quelque chose de lui. Et Di Vaio qui a quand même cavalé, qui a quand même donné ce qu'il pouvait. Je dis pas que c'était incroyable, mais je crois que Vieri aussi a un peu pâti de la comparaison avec Di Vaio, qui arrivait avec un statut moindre et qui lui justement montrait un peu qu'il était quand même là pour faire quelque chose, alors que Vieri était quand même là pour mettre les panards en éventail et yallah quoi. Ouais. Voilà. De mon côté, j'ai mis Pascal Feindouno. Voilà, bon, mercato 2010-2011 et il fallait se sauver. Feindouno, donc on avait signé à l'aéroport, 1 heure avant la fin du mercato. C'était quand même fabuleux. C'était limite s'il était pas là par hasard, on lui dit tu veux pas venir, tiens, voilà, on lui a fait signer le contrat à l'aéroport pour. Voilà, donc c'était vraiment la recrue tout dernier moment. D'aucuns parleraient de panic buy. Je n'irai pas jusque-là, je pense que c'est pire. Mais voilà, Feindouno donc qui arrive, qui joue 5 matchs avec nous, et dont on comprend très vite qu'en fait il est complètement cramoisi. Il a tout simplement plus les cannes et il arrive, alors que pourtant c'est quand même un joueur qui avait quand même prouvé en Ligue 1, qui même à plusieurs occasions, quand on l'avait affronté lorsqu'il évoluait à Saint-Etienne ou même à Bordeaux, c'était un joueur qui avait quand même une tendance à nous faire assez mal, donc on pouvait espérer de voir un Feindouno qui puisse poser des problèmes à quelques défenses de Ligue 1. Eh bien, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, 5 petits matchs. Et après la 26e journée, on ne l'a plus vu sur un terrain. Donc, encore une fois, une sacrée pioche. Bravo la direction. C'est presque à se demander si on méritait pas de descendre en Ligue 2 pour de bon. Il était où juste avant, dans les Émirats ou dans les... Au Qatar, ouais, il était au Qatar. J'hésitais entre les deux, entre le Qatar et les Émirats. Ça devait être à l'aéroport de Dubaï qu'on l'a chopé d'abord. Vu qu'il y a pas mal de corrections. Le dirigeant revenait de vacances et du coup... Ouais, c'est ça. Je crois en tout cas, je crois que c'était ça. Il me semble que c'était le Qatar, mais bon, enfin voilà. En tout cas, il arrive, il était à Al-Sadd, voilà. Donc effectivement, c'est le Qatar. On enchaîne du coup, on remonte petit à petit et on va parler maintenant des 6e. Du coup, Flo, tu as choisi Wagner Love. Patrice et moi, on a fait le choix de Christian Panucci. Donc on en parlera juste après toi. Ouais, Wagner Love, franchement, c'était un joueur que j'avais vu un petit peu en Coupe d'Europe. Donc c'était un joueur que je connaissais. Et je pense que beaucoup de gens qui, on va dire, aimaient le foot, regardaient le foot, avaient au moins entendu parler. Qui était en Turquie, il me semble, juste avant d'arriver, et qui au Beşiktaş, puis à Alanyaspor, ouais. Et qui honnêtement jouissait d'une vraie cote, qui était dans la force de l'âge quand il arrive chez nous. Il me semble il a la trentaine d'années, mais là juste 30 ou 31 ans. Et voilà, j'avais beaucoup d'attentes. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Je sais qu'il fait pas partie de votre liste. Non. Je sais qu'il a fait un bon match contre Paris. Et oui, d'accord. Mais je sais aussi qu'il a fait quand même énormément de mauvais matchs. Je sais qu'on s'est vite rendu compte qu'il valait pas un clou, et en tout cas chez nous, et qu'il a quand même dégagé et retour au Brésil assez rapidement. Vous avez quand même parlé de Vieri, 11 matchs, 5 buts, c'est 13 matchs, 4 buts, alors, c'est rien d'extraordinaire, mais bon, voilà, il est quand même plus ou moins dans les standards. Pour moi, il n'y a rien de honteux. Et, je ne l'ai pas mis parce que, clairement, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, on s'en souvient surtout de Wagner Love pour les FMistes, très clairement. Je pense que c'est un joueur qui a marqué la génération FM avec Joe également. Je pense qu'à mon avis, on était plusieurs à avoir essayé de les recruter, ces deux types-là, quand ils étaient en Russie à ce moment-là. Mais je trouve quand il arrive, on sent quand même que voilà, le prime, il est largement passé. C'est un joueur qui a
pas mal bourlingué quand même. Il arrive, il a 30 ou 31 ans. Donc on sait bien qu'on va pas retrouver un Wagner Love fringant dans la vingtaine. Donc, mais en même temps, on se retrouve avec un mec qui, en fin de compte, on s'est tapé Lassina Traoré et Guido Carrillo toute la demi-saison. Moi j'ai vu Wagner Love à son arrivée d'un très bon œil en tout cas, et honnêtement même jusqu'en fin de saison je le préférais largement le voir lui sur le terrain que les deux autres quoi. Donc c'est sûr, mais voilà. Juste pour dire, c'est quand même, tu dis qu'il était sur la pente descendante, il fait 2 saisons avant où il met 34 buts en 44 matchs. Donc, pour un mec sur la pente descendante, il y a pire quand même. Et honnêtement, il me semble même à cette époque-là, on n'était pas les seuls à être sur ce type-là. Ouais, après, c'est au Corinthians, donc le Brésil, c'est quand même un championnat assez faible. Il me semble qu'il était... Non, il est... Attends, Oui, tu as raison, il est au Brésil juste avant, pardon, excuse-moi. Oui, non, tu as raison. Oui, c'était avant où il était en Russie et en Chine. Oui, bon, écoute, je sais pas. En tout cas, moi, j'étais... Ça m'avait déçu, en fait, de voir ce type-là pas apporter plus, justement, avec la différence abyssale qu'il pouvait y avoir avec les titulaires de l'époque, quoi. Et finalement, est-ce que la différence, elle était si grande avec un Lassina Traoré, on va en reparler, qui était quand même aux abonnés absents complets? Ben, j'ai pas trouvé que c'était mieux, oui, mais pas beaucoup mieux, quoi. Patrice, du coup, Panucci, le latéral italien. Ouais. Du coup, tu l'as choisi aussi, donc je pense que tu en parleras peut-être plus en profondeur que moi. Moi, ce que j'ai vraiment voulu ressortir sur. Je peux compléter seulement. C'est que c'est un vrai flop dans le sens où le mec, il a une carrière avant Monaco et il a une carrière après Monaco. Par contre, au milieu, c'est vraiment le vide. Quand on le signe, c'est vraiment un très très bon défenseur latéral qui a joué au Real Madrid, qui a joué à l'Inter de Milan. À ce moment-là, il a Chelsea, qui n'est pas le Chelsea de maintenant. Mais voilà, il a gagné la Ligue des Champions. Il a vraiment avec un gros statut. On est très content de le signer, quoi. Et si on fait l'impasse et qu'on part après, quand il va aller jouer à la Roma, il renaît complètement et il continue à faire vraiment de très très belles saisons avec eux, quoi. Par contre, son passage à l'AS Monaco, non, il n'y a rien. Il reste quand même une saison et demie, parce que du coup, c'est après qu'on paye comme 3 millions déjà pour l'avoir ces 6 mois où il va quasiment pas jouer. C'est quoi? C'est 14 matchs quand il est prêté, ouais, c'est ça. Et du coup, on va lever en plus l'option d'achat pour le récupérer la saison d'après où il ne va absolument pas jouer. Heureusement, du coup, derrière, on a récupéré quand même 10 millions d'euros sur il y a des circonstances après. Voilà, c'est pour ça que je vais te laisser plus en parler, parce que je sais qu'on l'a déjà évoqué, donc par rapport à Deschamps. C'est vrai, voilà, s'il y a quand même un joueur qui, pour moi, est l'archétype même du flop à Monaco, c'est vraiment Panucci. En tout cas, c'est un nom qui revient très régulièrement. Alors, il y en a d'autres, évidemment, mais lui, en tout cas, sur cette période-là, ça y correspond vraiment. Paradoxalement, en fait, sa demi-saison, elle est très bonne, et il fait même beaucoup de bien à l'AS Monaco, ce qui fait qu'on fait les efforts pour l'acheter. À court terme, ouais, il est pas mal, c'est ça que je pensais. Et c'est ça, en fait, au final, son apport immédiat, il est vraiment bon, et au final, en fin de compte, il aurait peut-être, entre guillemets, rien à y faire dans ce flop-là. Sauf que ses bonnes performances lui valent d'être acheté, donc on paye, à l'époque, c'était 45 millions de francs, apparemment. Et en fait, il va se friter avec Deschamps. Ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier. Deschamps a quand même pas mal de cadavres à côté, autour de lui. Mais voilà, donc ça a précédé la vie de vestiaire. Mais Panucci va prendre la mouche, ils vont s'engueuler et il va être écarté par Deschamps. Et donc derrière, voilà, comme disait Pat, on ne le voit absolument plus. On le refile, je crois, c'est à la Roma, il me semble. On le prête à la Roma, du coup, qui va l'acheter après. Et pour lui, à la Roma, ça se passe très bien, finalement. Donc, c'est vraiment, effectivement, comme tu disais, chez nous, que il s'est totalement... il y a un trou. Il y a un trou dans sa carrière, parce que, on rappelle, c'est quelqu'un qui est passé par le Real aussi. Donc, voilà, il a une vraie carrière, une vraie belle carrière. C'est un joueur de... Après, je le mets pas plus haut, parce que c'est pas vraiment le joueur qui floppe, quoi. Oui. C'est pas non plus sur les montants que c'est un flop, c'est vraiment il y a eu un problème avec le coach, mais ça reste aussi un élément important, quoi, parce que c'est quand même lui qui te fait venir à la base quand même. Ouais, après voilà, mais le problème c'est que dès qu'il y a eu un peu de caractère, Deschamps en général, il avait du mal, il savait pas vraiment gérer ça.
Mais donc du coup, voilà, c'est vrai qu'on peut difficilement aussi lui imputer. Voilà, certes, il a une responsabilité, mais il n'est pas seul responsable dans cette histoire non plus. Et surtout que les matchs qu'il a joués, finalement, il les a vraiment bien joués. Donc c'était un peu étrange le cas Panucci au final, mais bon, c'est dommage. Il aurait pu sans doute faire beaucoup mieux, beaucoup plus peut-être, mais bon, malheureusement le destin s'est montré cruel avec lui pour nous concernant. On attaque maintenant du coup milieu de ce tableau. Et là on va retrouver du coup Flo Ballo-Touré que Patrice avait mis un petit peu plus bas. Moi j'avoue que je trouve que ce type alors il a eu un tout petit bon passage à l'arrivée, mais sur ça, et c'est quand même un joueur qui est resté longtemps chez nous et qui était constamment, quand je le voyais sur la feuille de match au début d'un match, je me disais merde, c'est bon quoi, on va en prendre un ou deux, et si c'est pas un ou deux, ça sera pour Ballo-Touré quoi. C'est quand même, si on regarde les défenseurs sur les 10 dernières années, alors on a les expected goals, mais si c'était les expected erreurs qui ont causé les goals, je pense que Ballo-Touré serait assez haut dans la liste au niveau des joueurs de Monaco. Voilà, un joueur qui pour moi nous a causé, mais vraiment à lui tout seul, énormément de buts, énormément de mauvaises périodes dans les matchs, et finalement de mauvaises périodes peut-être presque sur l'entièreté de certaines saisons. Un vrai, comme je l'avais dit dans un débrief une fois, une vraie liability, c'est-à-dire vraiment le maillon faible qui te plombe un peu des matchs et puis toute une saison quoi. Ouais. Patrice, du coup tu as fait le choix de Wagno Eloi. Ouais, bah du coup c'est un peu la continuité avec Panucci. C'est là aussi, on recrute un joueur qui est vraiment en très bonne forme, qui est très bon en Ligue 1 en plus. Il a Lens à ce moment-là. La saison d'avant n'était pas terrible, mais du coup il s'est bien révélé sur cette demi-saison. Du coup d'août à décembre, il joue 18 matchs, il colle 8 buts. Donc on recrute un très bon attaquant remplaçant à ce moment-là. Et pourtant derrière, Wagno Eloi, c'est plus rien du tout à l'AS Monaco, quoi. La demi-saison qu'il fait, il joue 11 matchs pourtant pour un petit but. Et derrière, il va quand même rester 4 saisons à l'AS Monaco pour jouer 46 matchs, 6 petits buts au final. Donc c'est vraiment un gros flop, quoi. On l'a pas payé non plus super cher. J'ai même pas réussi à trouver le prix d'ailleurs, parce que sur les sites que j'avais, ils donnaient pas le prix. Il y avait un gros point d'interrogation. C'est même pas l'histoire de prix, c'est vraiment que c'est un joueur, on avait des attentes sur lui parce qu'il tournait bien. Il jouait en plus en Ligue 1, donc c'est même pas l'acclimatisation, l'adaptabilité. 8 millions de francs apparemment. 8 millions de francs. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est pas une histoire de prix, mais c'est plus, voilà, il y avait un joueur qui aurait dû normalement fonctionner à Monaco. Il n'y a rien qui pouvait l'en empêcher. Pourtant, il a complètement floppé. Pour moi, là, ça mérite vraiment sa place dans ce top 5. Bon, alors, je pense que quelqu'un d'autre en parlera plus que moi tout à l'heure. Et donc moi j'ai placé l'inénarrable Lassina Traoré. Alors oui, peut-être pas assez haut, peut-être pour certains, mais j'ai pris en compte le fait que ce n'était pas un joueur de foot, donc quelque part c'était pas de sa faute. Mais c'est surtout que bon, il a pas eu d'impact immédiat déjà. C'est un des critères quand même aussi. On peut pas le compter vraiment là-dessus parce que dès qu'il arrive, donc on est en 2014, il est immédiatement prêté à Everton, donc clairement il n'y avait pas la volonté de l'avoir dans l'équipe tout de suite, donc c'est un critère sur lequel on peut pas vraiment le condamner. Et en plus derrière, que c'est pas parce qu'il l'a vu à l'entraînement, et pardon je te coupe. Est-ce que c'est pas parce que Jardim l'a vu un jour à l'entraînement? Non, c'était Ranieri. Ah oui, c'était Ranieri, pardon. Ouais. Non, c'était Ranieri. Il avait à 15 jours en plus avant de partir. Oui, c'est ça, il est pas parti tout de suite. Hein. Ouais. En tout cas, il comptait. Il avait pas l'intention vraiment de compter sur lui de toute façon. Il avait déjà quand même du monde. Hein. On rappelle, on prend aussi Berbatov à ce moment-là. Il voulait pas non plus freiner Martial. Donc voilà, il y a quand même il est blessé, en plus il se blesse tout de suite quand il arrive à Everton, donc il n'y a vraiment pas eu de chance pour lui à ce niveau-là. Après, derrière, le terrain a rétabli la vérité quant à son véritable niveau et quant à l'ampleur de l'escroquerie. Mais bon, en tout cas, voilà. C'était un joueur, en tout cas, c'est une recrue hivernale, mais
pas vraiment non plus, parce que tout de suite derrière, il a jamais joué dans la foulée. Il a fallu attendre la saison suivante pour le voir et attendre surtout que Falcao se barre. Non, en plus je dis une bêtise. Non, là après on le voit plus parce que c'est la saison d'après, pardon. C'est la saison d'après où ensuite il est prêté. Il joue quand même quelques matchs, il joue pendant 6 mois quelques matchs, notamment des matchs de Ligue des Champions. Alors ça c'est une chose que j'avais complètement oubliée, Patrice, je t'en ai parlé cet après-midi. J'ai revu des photos de Lassina Traoré avec le maillot bleu de 2014-2015, saison de Ligue des Champions, des photos face à Benfica. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible, il était pas là à ce moment-là. Je l'avais complètement zappé. Signe que, voilà, encore une fois, le cerveau est quand même un outil prodigieux parce qu'il est capable d'oublier toutes les choses négatives qui nous arrivent. Donc, Lassina Traoré en était une en l'occurrence. Voilà, Lassina Traoré qui est là. Il y a quand même un quadruplé contre Saint-Jean-de-Beaulieu. Attention, faut pas rigoler. Plus une expulsion à la mi-temps dans le vestiaire. C'était quand même exceptionnel. C'était trop beau. Voilà. Allez, on enchaîne maintenant du coup les 4, top 4. Alors du coup, Patrice, toi, c'est là où tu as choisi de mettre Lassina Traoré. Ouais, ce que je peux rajouter en plus, c'est du coup déjà le montant qu'on paye, c'est 10 millions d'euros pour lui. Et clairement, on sait très bien qu'il n'est pas venu pour son talent. Il est venu, c'est un chèque cadeau qui a été fait entre Russes pour l'aider à sortir un peu de la merde dans laquelle était son pote. Et du coup, on a récupéré Lassina Traoré qu'on a vite renvoyé un peu ailleurs tout de suite à son arrivée. Donc voilà, il y a aussi ça. Il y a le fait qu'on dépense quand même une grosse somme à l'époque. Pour un joueur qui vaut absolument rien. Il y a 11 buts au final à l'AS Monaco. On pourrait se dire, c'est pas trop mal, mais bon, tu l'as dit tout à l'heure, il y en a la moitié qui sont contre un club amateur. Ils trouvent même le moyen de se battre à la mi-temps et de se faire expulser. Ça prouve vraiment toute la qualité de ce joueur, quoi. Je me rappelle aussi de son match à Lyon, quand on se prend la branlée du siècle, alors que c'est le match qu'on doit absolument aller gagner à Lyon. Qui est absolument catastrophique, qui prend un rouge aussi, de mémoire. Ouais. Sur ce match-là, voilà. Donc, il y a vraiment rien à sauver sur son passage à l'AS Monaco. Il pourrait être beaucoup plus haut si il n'avait pas été prêté à Everton tout de suite, et donc il aurait joué au moins cette demi-saison. On aurait pu vraiment le mettre dans le flop, parce que voilà, c'est quand même assez important de dire on recrute un joueur et c'est là qu'on analyse vraiment son apport. Ça a quand même une part assez importante sur ce petit classement qu'on veut faire. Et du coup, ça lui fait perdre quelques places pour moi. Flo, tu as choisi un joueur qui est encore au club, même si certains se demandent vraiment ce qu'il y fait. Mais tu as choisi Cesc Fabregas. Ouais, alors est-ce qu'il y a besoin de... On peut passer au prochain ou... Est-ce qu'il y a besoin de... on risque d'en reparler après, si tu veux. Oui. Là, on est vraiment dans le présent, dans l'instant. Je pense que tout le monde est au courant de la... Alors... Voilà, il a son petit quota de fans parce qu'il nous a fait effectivement 1 ou 2 ou 3 matchs où on l'avait pris le bon jour au bon moment. Où je me souviens le match à Nantes notamment où c'était la saison dernière où il est plutôt très bon parce que on joue contre une équipe qui finalement nous attend un peu et nous laisse un peu faire ce qu'on voulait. Mais bon, il y a un peu de tout sur Fabregas. Il y a le montant du transfert où franchement 9 millions pour un retraité, c'est quand même un peu cher. Surtout que c'est pour lui, c'est même pas pour Chelsea. Oui, voilà, c'est tout pour lui, exactement. Et puis après, bon. On l'appelle 600K, je pense que maintenant tous les auditeurs de Radio Diagonale sont au courant. Donc c'est officiellement son nouveau nom qui devrait porter, en tout cas chez nous, sur sa carte d'identité. Et voilà, un type qui est intéressant dans le sens qu'il a l'air de ne pas en avoir rien à foutre. Hein. Il essaye de te montrer qu'il fait des trucs, on le sent qu'il essaye d'haranguer, il essaye d'avoir un espèce de... Parce qu'il comprend bien qu'il peut plus que donner ça. 1 ou 2 belles passes et puis de dire qu'il est moindrement là pour coucouner nos jeunes cracks. Mais voilà, moi honnêtement je n'attends plus rien de ce type-là à part qu'il aille autre part. On en est désolé, Tchetch, ou alors qu'il nous prouve qu'il est un talent inouï pour être formateur et éventuellement intégrer le club dans peut-être sur le club de CrossFit ou je sais pas sur disons des talents qui lui correspondent plus aujourd'hui, quoi.
Et puisque tu parlais de crack, ça me fait une transition parfaite pour parler de Christian Vieri, moi, que j'ai placé en 4e. Alors lui, c'était pas le crack, c'était une autre substance. Mais voilà, effectivement, hygiène de vie, physique calamiteux. C'était quelqu'un qui prenait tous les jours l'hélicoptère pour venir d'Italie à Monaco. Donc on peut évidemment douter de son investissement dans ces moments-là. Voilà, des problèmes d'excès aussi en tout genre. Et puis effectivement, alors certes, oui, il y a quelques buts, oui, mais au final, on voyait bien que c'était un joueur qui, comme vous l'avez dit, qui n'avait pas grand-chose à cirer. Et en fin de compte, qui a même pourri le vestiaire, parce qu'on se rappelle, quand Guidolin arrive, il nous remonte quand même jusqu'à la 5e place. Tout va bien, et il y a quand même un moment où Vieri a quand même bien foutu sa merde, disons-le clairement. Et ça a quand même pas mal niqué le vestiaire. On fait derrière une deuxième partie de saison assez dégueulasse, et c'est finalement quand il associe Divaio Chevanton que ça fonctionne bien, et quand il écarte tout simplement Vieri, que le groupe se reprend aussi. Donc voilà, il n'y avait pas de secret, les nuisances avaient été identifiées, et Vieri était une nuisance au vestiaire. Donc très clairement, pour moi, j'avais même envie de le mettre numéro 1, mais bon, il y a quand même des arguments qui sont forts pour d'autres personnes, mais voilà, Christian Vieri, donc qui pour moi a été une catastrophe, une calamité pour Monaco. On enchaîne maintenant, ça y est, on rentre dans le top 3. Et donc, Flo, tu as décidé de mettre Lassina Traoré. Ouais, vous avez fait le tour de ce gentleman. Moi, ce que je rajouterais juste, c'était cette espèce de flou artistique sur sa condition physique qu'on a eu pendant tout un temps. On n'était jamais sûr s'il était blessé, vraiment blessé. Est-ce que l'entraîneur essayait de lui dire « Écoute, t'es blessé ?» Est-ce que c'est lui qui voulait pas jouer, qui disait qu'il était blessé? Il y avait honnêtement un vrai doute sur sa capacité à vouloir vraiment jouer au foot, ce monsieur-là. Et voilà, donc en plus d'avoir été mauvais, en plus de tout ce que vous avez pu dire et de nous avoir fait foirer sur des matchs importants, c'était en plus quelqu'un qui physiquement et dans son engagement était pas trop là, quoi. On a oublié de dire quand même que c'est le seul mec qui fait 2m10 qui n'est pas capable de mettre une tête. Qu'est-ce qu'il était mauvais de la tête, ouais. Alors qu'il dépassait tout le monde, quoi. Mais il l'a dit à son arrivée, tu te souviens? C'est vrai. Il a posé les bases, il a dit je fais 2m10, mais n'attendez pas à ce que je mette deux buts de la tête. Par contre, avec ses pieds, c'était n'importe quoi. Autant des fois, il faisait des trucs vraiment superbes avec des doubles contacts, des crochets et tout. Par des moments, un simple contrôle, c'était impossible à faire. Ouais, c'était plutôt rouler sur le ballon et tomber derrière. L'écart de niveau qu'il pouvait avoir par moment, quoi. Ouais. Tu as fait toi le choix, Patrice, de mettre donc Cesc Fabregas sur la 3e marche du podium. Ouais, les 3e pour moi, parce que je sais que toi tu vas pas être d'accord, mais tu pourras en reparler, c'est que pour moi il arrive sur cette saison où justement on est dans le caca avec Henry, qu'on va droit en Ligue 2, je crois qu'on est 19e à ce moment-là, on le recrute clairement parce qu'on a besoin de personnes fortes, comme un peu la saison de la relégation. Et contrairement à une autre personne que je parlerai plus tard aussi pour ma part, lui je trouve qu'il fait quand même un peu le taf quand il arrive. Certes, c'est pas le grand Fabregas qu'il y a eu avant. De toute façon, on le sait qu'il est vieillissant. Mais sur les 15 matchs qu'il fait, je trouve qu'il apporte quand même au club. Il nous permet de remonter. On a cette première période là où, quand Jardim arrive, où il joue quand même. Il y a de bons matchs sur cette période-là. Après, c'est plus compliqué. La saison d'après aussi, comme tu disais, Flo, il y a d'autres matchs où il est pas mauvais, celui de Nantes notamment. Son entrée aussi face au PSG, où il fait vraiment un très bon match. Voilà, il y a quelques matchs où c'est pas mauvais. 4 buts, 9 passes décisives pour l'instant. Donc voilà, il y a quand même quelques petites choses qui font que je ne l'ai pas non plus mis plus haut dans le classement. Elle est 3e, quand même pas poussé. Parce que d'ailleurs, c'est 9 millions pour lui donner en prime à la signature. C'est même pas parce qu'il casse son contrat avec Chelsea. On lui donne 9 millions à lui pour qu'il vienne à Monaco. Et derrière, il se prend 600K. Qui sont très lourds maintenant. Déjà, c'était lourd à l'époque où on l'a fait signer, mais surtout, c'est que ça dure maintenant. Ça fait 4 saisons qu'il est au club, et ça nous empêche de recruter un joueur avec un gros niveau, parce qu'on a toute une partie du salaire qui est vampirisée par lui, quoi, et qui ne joue plus depuis un bon moment maintenant, pour blessure, pour Covid, pour on ne sait pas quoi, et c'est ultra pénalisant pour le club, pour les saisons qui ont suivi son arrivée, quoi. Voilà pourquoi, pour moi, c'est un gros flop, mais bon, je te laisse en parler plus tard après.
Bon, je crains de ne pas avoir grand-chose à rajouter, mais en tout cas, pour ma part, du coup, j'ai mis Mamadou Diarra. Donc oui, il y a quelques performances à son arrivée qui sont assez prometteuses. Et on se rappelle, Monaco manquait quand même, avait vendu en 2010, ou l'avait libéré peut-être tout simplement Diego Pérez, qui était devenu finalement un assez bon joueur, en fin de compte, en progression constante à l'ASM. Il part à Bologne en Italie, je crois. Donc, il me semble, je ne sais pas s'il était parti libre ou si on avait réussi à le vendre, mais bon, on l'avait vendu pour une bouchée de pain. Et on se retrouve avec un vrai manque au niveau de l'impact au milieu de terrain, avec un joueur défensif. Mamadou Diarra arrive, c'est vrai, il fait quelques bonnes performances, sauf qu'en fait, il en a eu strictement rien à foutre de l'AS Monaco. Il venait du Real Madrid, donc en plus, c'était quand même un joueur qui avait déjà fait toutes ses preuves déjà en France avec l'Olympique Lyonnais et qui plus est en Europe avec le Real. Il jouait plus, donc c'est vrai qu'on avait un petit doute sur le fait qu'il soit en forme physique, qu'il soit pas cramé. Mais voilà, c'est surtout qu'à la fin, il était plus occupé à vouloir régler son transfert pour l'été suivant, et en fin de compte il a fini les matchs en tribune parce que tout simplement il en avait rien à foutre du sauvetage de l'AS Monaco, et donc voilà, 3e place pour Diarra parce que ça a été une bonne tête de l'art chez nous, mais quand une bonne tête de l'art, une vraie, hein, voilà. 2e place du coup, alors là on a une unanimité. On a mis, c'est la seule, on a mis Pietro Pellegrini, donc qui a été transféré, alors pour nous c'est aujourd'hui, ce matin, pour vous c'était hier du coup, qui a été transféré, en tout cas qui a été prêté au Torino, où il va rejoindre son entraîneur de ses débuts au Genoa et son père qui est team manager là-bas. Donc le prêt a été cassé avec le Milan AC, Milan qui proposait 3,5 millions. Monaco a refusé. Et Monaco l'a prêté dans la foulée au Torino qui le voulait depuis un moment. Voilà, on parle d'un joueur sur lequel on a investi quasiment 25 millions d'euros, entre 20 et 25. Voilà, 21 pour transfert d'Edmark. Ouais, c'est pas un petit peu des 25 en tête, mais ils disent 20,9. Ouais, l'équipe à l'époque parlait de 25, donc on va dire que c'est un petit peu dans cette fourchette-là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la première chose, c'est que déjà c'est un flop total parce que ce qu'il a apporté à Monaco, c'est peanuts, c'est nada, c'est des blessures en cascade. Il a coûté cher à la Sécu. Et puis surtout, là où il y a un très gros problème, c'est qu'il ne sera jamais rentabilisé tant financièrement que sportivement, et on parle quand même de 20 à 25 millions d'euros, ce qui est absolument colossal. Voilà, donc moi Pellegrini est un vrai gros flop. Maintenant je vous laisse y aller, messieurs, sur Pellegrini. Tu veux Ouais, pour ajouter, c'est que on fout, comme tu dis, 20-25 patates sur un gamin qui a quasiment rien prouvé à ce moment-là en Serie A, parce qu'il a quand même pas énormément d'expérience, il a claqué quelques petits buts, il est très jeune, donc c'est vraiment une somme qui est super importante, qui choque un peu, donc on attend vraiment... Et il est encore, ne l'oublions pas. C'est ça le plus drôle, c'est qu'il est encore très jeune. Et du coup, il arrive à l'AS Monaco, donc on attend vraiment de le voir jouer et tout. Malheureusement, il se fait les. C'est que moi en plus à l'époque, comment ça s'appelle? Blessures aux adducteurs. Oui, c'est ça. Oui. J'ai perdu le nom. Pubalgie. Pubalgie. Et donc du coup ça l'empêche de jouer sur la première saison, s'il joue du coup que 3 bouts de match 22 minutes, donc on l'a vraiment pas vu sur la première saison. Sur les saisons d'après on espère le voir plus, mais c'est pareil, c'est l'enchaînement de blessures quoi. Donc clairement il y a un problème qui n'a pas été vu à la visite médicale pour que le joueur soit aussi fragile. Pour enchaîner, j'avais fait à un moment donné une infographie sur lui, sur le nombre de blessures qu'il a pris, c'est impressionnant, et pas qu'aux mêmes endroits, quoi. Donc il y a une fragilité chez lui, il s'est surmusclé en plus pour faire de la récupération et tout, et à mon avis c'est trop musclé, du coup ça l'a rendu trop fragile, un peu comme Diaby à l'époque. 23 matchs pour l'AS Monaco, 2 buts, une passe décisive, c'est complètement catastrophique, et puis voilà, comme tu le dis, il y a tout le pognon qu'on perd clairement sur ce joueur-là. Je me rappelle, à l'époque, je crois, il y avait quand même ce bruit qui disait qu'on voulait qu'il raye Mbappé des tablettes comme le plus jeune buteur de l'histoire du club. Visiblement, on n'avait pas trop digéré encore le départ d'Mbappé. Ouais. Moi, ce que j'ajouterais à ça, c'est que j'ai peur que, au même titre que 600K,
que ça nous impacte, c'est un mauvais transfert qui nous impacte sur le moyen, en tout cas le court moyen, voire peut-être même long terme. C'est-à-dire que clairement, on sent des dirigeants qui aujourd'hui ont peut-être moins envie de mettre des sommes de ce style-là sur des jeunes. Et je me demande s'il n'y a pas une jurisprudence Pellegrini auprès de la cellule de recrutement de la SM où on dit, écoutez, là, vous vous souvenez des 20 millions pour l'autre gars, là ? Bon, on va essayer d'arrêter les paris là, sur des jeunes dont on ne sait trop rien. Et donc, j'ai peur qu'il y ait un vrai impact de ce côté-là. Mais enfin, clairement, vous avez tout dit. Hein. À l'époque, c'était quand même vraiment un gros espoir en Italie. Hein. Il avait démarré à 16 ans. C'est vrai que il fait toutes les équipes de jeunes. Ouais. Ça semblait, enfin en tout cas c'était. Alors c'était évidemment. L'Italie, un rassemblement très large où il y avait une trentaine de joueurs. Mais c'était évident. Il y a un truc. Moi, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il n'y a pas quand même un truc un peu la famille, le machin, le truc dans la fédé italienne ? Parce que quand le mec est appelé en Italie, non. mais là, je veux bien qu'il y ait le Don Pablo des Don Diego, je sais pas, qui a signé quelque part et puis il faut lui faire un cadeau, mais là non, c'est pas sérieux quoi, non. Et le pire, c'est ce mec, il a dû prendre la place à des jeunes de Monaco parce qu'à un moment donné, on a aussi dû vouloir le mettre en avant pour essayer de le refourguer, quoi. Et forcément, il fallait le faire jouer et lui donner du temps de jeu. Bon, ça, il a même pas eu le temps de jeu parce que dès qu'il en avait un peu, il se pétait. Donc en fait, il a pris Pour moi, je pense qu'il a pas pris la place de grand monde. On n'a pas cherché à faire monter des jeunes ou à aller recruter quelqu'un d'autre parce qu'il y avait une place qui était prise par lui sur le banc, quoi, comme 3 ou 4e attaquant, quoi. Mais aussi techniquement parlant, on l'a quand même vu la saison dernière et on voit quand même un gars qui, je sais pas comment dire sans offusquer quelqu'un qui l'aimerait bien, mais qui, disons, à l'intérieur de cette partie-là du corps, il y a pas grand-chose. On sent quelqu'un qui a des capacités physiques, mais qui, au niveau technique footballistique, va réussir des trucs, mais presque... L'ingénieur, comme dirait Rome. Oui, exactement. Presque sans le vouloir et qui, très clairement, on sent que voilà, il y a des soucis de décision, de gestuels qui sont inouïs, c'est ce joueur-là, quoi. Enfin, on se demande quand même c'est sûr qu'il a eu plein de blessures, mais même d'un point de vue technique, on l'a vu un peu l'an passé, et on se pose quand même la question. C'est un joueur qui clairement est pas fini, en tout cas, d'un point de vue technique, ça c'est une certitude. C'est un joueur qui très vite lancé dans le grand bain, très souvent blessé. Enfin, on peut pas dire que sur les 4-5 dernières années, c'est un joueur qui a beaucoup, 3-4 plutôt, qui a il a été complètement entravé dans une possible progression aussi, très clairement, avec toutes ces blessures. Donc il a ce problème-là, hein, très clairement. C'est pas... Alors je sais pas si c'est vraiment de son fait. À un moment donné, on parlait pas mal de son hygiène de vie qui était pas très bonne. Bon, on sait pas trop exactement ce qu'il en est. Peut-être un manque de sérieux à ce niveau-là aussi de sa part. Bon, en tout cas, même avec une hygiène de vie un peu... pas terrible, bon, un gamin de 18-19 ans, aujourd'hui il en a 20, hein, rappelons-le, je veux dire, bon, il devrait pas avoir enchaîné autant de problèmes à ce niveau-là, quoi, donc, bon, tout simplement, c'est qu'il est pas fait pour le haut niveau si le corps ne tient pas, hein, à un moment donné, voilà, il n'y a pas de mystère. Voilà, bon. Mais il y a encore, attention, hein, parce qu'il y a encore des fans de Pellegrini. Hein, il a une, enfin, il y en a de moins en moins avec le temps. Hein, je pense que voilà, ça commence vraiment à se réduire. Mais quand même, jusqu'à très très récemment, il y a encore une petite cote. Hein. D'ailleurs, très surprenant hein, que le Torino le veuille à ce point-là. Je sais que le Genoa voulait éventuellement le reprendre. Bologne était également dessus. Là encore, tous ces trucs-là, ça fait que le truc de la famille, le truc des copains, le truc machin. Quand même, parce que bon, je veux dire, on voit un mec blessé depuis 3 ans et il y a quand même des mecs qui veulent l'acheter encore. Je dis, wow. Putain, c'est... En tout cas, je pense qu'on a la chance d'avoir dans notre flop 10 probablement un des flop 10 de la sélection italienne. Quand même. C'est-à-dire que je veux bien qu'on aille tous les voir, mais là, un mec qui a été sélectionné pour l'Italie aussi mauvais, il y a match là quand même, il y a match. Après, l'Italie, c'était dans une période un peu pourrie. Oui. C'était quoi, aux alentours de 2018 ? Bon, c'était pas... C'était un peu le renouveau en Italie. Bon, c'était pas. Non, c'est à peine il y a 2 ans. Hein. C'est quand il commence à revenir un petit peu et enchaîner un peu des matchs. Bon.
Bon, enfin, ils étaient, on va dire, sur la fin de la reconstruction. Tu as raison. Et maintenant, bah, du coup, on termine ce flop avec les numéros 1. Et bah voilà, vous les découvrez. Donc, Wagno Eloi pour Flo, Mamadou Diarra pour Patrice, et moi, Fabregas, alias CrossFit Lover. Je l'ai gardé pour moi, celle-là. Du coup, bah, qui a envie de commencer, du coup? Vas-y, Patrice, vas-y. Ouais, moi, clairement, pour moi, c'est vraiment la pire recrue hivernale qu'on ait pu faire, c'est vraiment Mamadou Diarra. Je pense que même dans mes pires recrues de la Monaco en comptant les marchés estivales, il doit être pas loin non plus des meilleurs. Oh. Tout bonnement parce que j'y ai cru, moi, à ce moment, quand il vient au club. On est tellement dans la merde, on est tellement rien au milieu de terrain où on fait jouer du Nkoulou qui est remonté d'un cran, on a du Gosso, on a Mangani qui est absolument pas le Mangani qui sera arrangé après, hein, parce qu'il est tout jeune à ce moment-là. On a absolument rien, on est complètement paumé. On va chercher Mamadou Diarra qui joue encore à ce moment-là au Real Madrid. Alors clairement, il est sur le banc et il a quelques minutes, mais sur la demi-saison, il joue quoi. Et à un moment donné, les remplaçants du Real Madrid, ils sont 8 niveaux au-dessus des nôtres quand même. Donc, je m'attends à quand même qu'ils nous aident au milieu de terrain, qu'ils nous apportent quelque chose qui nous permet de sortir de la mélasse dans laquelle on est. Premier match contre Marseille, justement, il fait, je sais plus si c'est une entrée ou s'il joue tout le match, mais en tout cas, il fait un très bon match, donc c'est vraiment. J'y crois, à ce moment-là j'y crois, et derrière, mais alors c'est catastrophique, le mec est complètement cramé, c'est absolument plus le joueur qu'on a pu voir, ne serait-ce que même à Lyon, hein, avant de parler du Real, il en a complètement rien à foutre, comme tu le dis sur le terrain, qu'on gagne, qu'on perde, il s'en fout complètement, il est venu là en vacances, le mec, il est venu profiter du soleil et du salaire monégasque, bon après, il y avait le salaire du Real, tu vas me dire, mais clairement il est venu profiter. Il s'en fout de nous, comme tu le dis, il finira après derrière en tribune parce que ça l'intéresse plus du tout. Bon, c'est bien, moi il est venu voir le match, c'est déjà ça quoi. Et pour moi, voilà, c'est ça qui est catastrophique, c'est qu'on avait besoin de ce joueur et il nous a foutu dans la merde, il nous a foutu en Ligue 2. En partie, ouais. En partie, bien sûr, il y en a d'autres. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y en a d'autres, il n'y a pas que lui. Flo. Moi, je parle de Diarra 2 secondes pour dire pourquoi je ne l'ai pas mis dans la liste. Mais pour moi, voilà, pour moi, 2 secondes. Hein, pour moi, il a effectivement, il a donné des trucs qui n'étaient pas dégueux sur ses premiers matchs et il était dans un bateau qui était déjà coulé, quoi. Donc moi, j'ai du mal. Je vous comprends très bien, mais j'ai du mal à le pointer du doigt, quoi. Bon, et Eloi, moi, c'est toute ma vie dans un transfert, quoi. C'est à une époque où franchement, moi je supporte l'ASM depuis 90-91 et les années 90 c'est quand même, on peut le dire un peu, l'âge d'or un peu de ce club, en tout cas sa naissance, surtout à l'échelle continentale. Et alors ce type, mais Sama, je n'ai jamais eu un transfert qui m'a autant donné envie de vomir. Alors je suis d'accord avec toi, il a des stats sur la première partie de saison, mais c'est à une époque où on regarde les matchs de Lens, et moi j'avais clairement vu ce type jouer. Lens est champion l'année d'avant, hein, il me semble, mais ce type était mauvais, quoi. C'était un remplaçant, à demi-mot, un remplaçant de Lens, alors qu'il y a eu un petit regain de forme sur cette saison-là. Et donc, on parle quand même du mercato où on vire en tout cas. Je veux pas, c'est pas on vire, hein, on va pas refaire toute cette histoire-là, mais en tout cas où Thierry Henry part à la Juve. Il va y aller tout seul, plutôt. Oui, il va y aller tout seul. Donc on l'a forcé à aller à la Juve, par contre. Exactement. Oui, à la Juve, pardon, on l'a pas forcé à partir, mais on lui a forcé la destination en plus. Enfin voilà, c'est tellement passionnel pour moi ce transfert-là que mais on est quand même sur un club qui avait des Onis, des Klinsmann, des Djorkaeff, des Trezeguet. On avait un poste d'attaquant qui était depuis 10 ans, on n'avait que des cracks, quoi. Et là, pour remplacer Thierry Henry, qui certes n'a pas fait un début de carrière gigantesque à Monaco, mais on savait bien que quand même c'était quelque chose et on savait bien qu'il fallait quand même le remplacer. Prendre Wagno Eloi, j'en ai encore la vomissure qui remonte là au niveau de la gorge aujourd'hui. Et c'est un type qu'on va garder 3 saisons et demie, qui va cirer le banc, moyennant finance, à mon avis, je pense, assez importante à l'époque, parce qu'encore une fois, champion de France, encore une fois, il arrive pour remplacer Henry, donc je pense que le mec est au courant, son agent, etc.
voilà, donc il va mettre à peu près un but une fois toutes les morts d'évêques. Il met 4 buts sur 3 saisons et demie, donc bref, voilà, une horreur ce type. Désolé. Et moi du coup j'ai fait le choix de Fabregas. Je sais que c'était également le choix de Rome. Voilà, on en a pas mal parlé, mais une prime à la signature indécente, un salaire indécent en tout cas pour Monaco, pour un apport tout sauf indécent. Voilà, effectivement, comme on disait, on a l'impression qu'il donne l'impression de pas trop s'en foutre, mais on sent quand même qu'il est plus là en touriste. En fin de carrière de toute façon, sauf qu'en général les mecs en fin de carrière ou qui étaient venus en pré-retraite, ils sont jamais restés trop longtemps. On a quand même réussi à s'en débarrasser, à les dégager à un moment donné. Lui non, on n'y arrive pas. Donc bon, il est temps, hein. Je crois que de toute façon son contrat se termine à la fin de l'année, je crois, au mois de juin, c'est ça. Ouais. Donc bon, je pense que après ça, bye bye Fabregas. Mais bon voilà, et puis surtout il y a aussi un petit truc, au-delà des performances erratiques, je veux dire, bon, il est censé aussi apporter, alors il apporte évidemment un petit peu au début, mais on sent tellement qu'il a plus les cannes par rapport à avant, on sent que voilà, c'est difficile pour lui physiquement, donc il baisse assez vite pied. Puis on sait aussi, alors c'est pas pour vouloir défendre Jardim contre vents et marées, mais c'est juste qu'on sait qu'entre les deux ça s'est pas bien passé, que voilà, que ça n'accrochait pas, surtout que Fabregas vient par l'intermédiaire de Thierry Henry, hein, c'est pas un choix de Jardim, mais voilà, je trouve que par la suite, en termes de déclaration, Fabregas a peut-être parfois un peu manqué de classe vis-à-vis de Jardim. Alors on peut reprocher tout un tas de choses à Leonardo Jardim, hein, évidemment, surtout sur la fin. Mais voilà, je trouve que par rapport à ce qu'avait fait Jardim à Monaco, Fabregas aurait pu peut-être un peu démontrer un petit peu plus de respect aussi vis-à-vis d'un mec qui a quand même fait de bonnes choses à Monaco et surtout donné un des plus beaux titres de notre histoire. Donc voilà, je trouve que voilà, Fabregas n'est pas forcément grandi aussi sur ça, hein, et quand il avait l'occasion d'en mettre une petite pique des fois sur Jardim, qu'il l'appelait jamais, d'ailleurs il le nommait jamais, hein, il disait toujours l'entraîneur d'avant, le précédent, voilà. Bon, voilà, à un moment donné, voilà, pas grand chose évidemment pour sauver le bilan de Fabregas qui, je pense, hors flop mercato, enfin flop hivernal, c'est un des gros flops global de l'AS Monaco, hein, à côté d'un Gudjohnsen aussi par exemple, de gens comme ça. Oliver Bierhoff. Oliver Bierhoff, voilà, Vladimir Jugovic, enfin encore Jugovic, c'est encore une histoire avec Deschamps évidemment, même s'il n'était pas tout à fait au niveau non plus, mais bon bref, du coup voilà, donc Fabregas pour moi qui complète mon flop 10. Voilà, donc vous avez toute la liste maintenant sous les yeux. N'hésitez pas du coup à nous dire, hein, dans les commentaires s'il y a un flop sur lequel vous avez une préférence. N'hésitez pas à nous mettre aussi les vôtres, hein, pourquoi pas, hein, tant qu'à faire. Hein, vous avez de la place, hein, dans les commentaires pour le faire. Voilà, merci du coup Flo, merci Patrice. Merci à toi. Merci à vous. On se retrouve nous dimanche pour le débrief de la rencontre de Lens, hein. Il y aura Quentin, Boris et Rome du coup, puisque voilà, ils ont été les plus prompts à s'inscrire, hein. Donc voilà, donc on se retrouve nous dimanche, et puis d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao et Dagemunegu. Et bisous.